dans tout ce qui est apprendre, de trouver ce qu'on aime, de trouver aussi la façon d'apprendre qui nous convient, si c'est des vidéos, si c'est quoi que ce soit, enfin voilà, de vraiment personnaliser au possible et vraiment marcher à la passion en fait. Voilà, parce que c'est le seul moteur qui s'épuise jamais. Sois le bienvenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter la discussion que j'ai eue avec Alexis, qui était mon élève l'année dernière en classe préparatoire ECS. Le personnage d'Alexis a longtemps été un mystère, pour moi. Comment un jeune homme, qui faisait pourtant partie de la tête de classe, et chez qui je décelais autant de potentiel et de sérieux dans son travail, pouvait-il avoir ces étranges lacunes en mathématiques ? Cela, je ne l'ai appris qu'une fois l'année terminée, au cours de la discussion que tu vas entendre dans quelques instants, et au cours de laquelle Alexis va rendre compte à plusieurs reprises de sa très précieuse capacité à transmuter l'adversité en une source de motivation supplémentaire. Tu imagines bien qu'avec un tel état d'esprit, l'école de commerce qu'il a intégrée n'a que peu d'importance. Sa réussite est assurée. Enfin, je t'invite à utiliser les repères temporels que j'ai mis à ta disposition dans la description si tu n'as pas l'opportunité d'écouter cette discussion en intégralité. En espérant que cette émission te plaise autant que moi, je te souhaite une bonne écoute. La première question, très classique, c'est à quel moment vous avez entendu parler de classe préparatoire pour la première fois et qu'est-ce qui vous a décidé à intégrer des classes préparatoires ECS spécifiquement ? Alors justement, c'est bien divisé. Voilà, les classes préparatoires en général et la ECS, puisque donc les classes préparatoires, j'en ai entendu parler très tôt, parce que enfin mon père par exemple a fait une classe préparatoire scientifique, mais donc voilà, je baigne un peu dedans. Enfin, c'était un peu le chemin privilégié dès le début du lycée en fait. Et donc après au lycée, j'ai notamment été tiré vers des classes plutôt scientifiques, même si j'étais plutôt un élève littéraire en soi. Mais parce que justement dans ma classe, donc un lycée de ville à Lyon, c'était voilà, tout le monde partait soit en médecine, soit en MPSI, donc naturellement en fait on se laissait tirer là-dedans. Et en fait la ECS, je l'ai découvert assez bizarrement en faisant justement les portes ouvertes du parc, mais que j'avais fait justement en scientifique. Et là sur un petit bout de papier, j'ai vu écrit ECS. Donc voilà, les écoles de commerce que je savais assez prestigieuses en France, et en plus avec des matières qui m'attiraient particulièrement, donc histoire, etc. Bon, même s'il y avait toujours 10 heures de maths, les maths c'était surtout au lycée, c'était pas trop mon truc, mais voilà, ici il y avait il y avait de quoi équilibrer un peu ça. Et donc j'ai entendu parler de la ECS avec les visites donc de Parcoursup, donc avec le parc notamment, et j'en ai mis dans mes choix Parcoursup, je vais mettre moitié scientifique, moitié ECS en gros, avec voilà d'autres trucs un peu alternes, mais donc c'était un peu ça, mais je pensais pas du tout partir en ECS au début. Puis c'est après que mes résultats Parcoursup que là c'est ça qui m'a décidé en fait, parce que mon meilleur classement était justement au Chartreux, donc en ECS. Alors qu'en scientifique j'étais à la traîne parce que voilà en matière scientifique c'était pas trop ça non plus. Et donc c'est un peu comment dire, un peu à marche forcée avec donc le classement qui révélait en fait que mon profil collait beaucoup plus à ces classes, que j'ai décidé de rejoindre la ECS. Voilà. Alors, ça vient de faire un feu d'artifice dans mon esprit parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est très original. Ouais. Si vous voulez, le profil le plus commun, ce sont des gens qui sont assez costauds en mathématiques et qui ont des affinités pour les autres matières et qui peuvent se rendre compte au fur et à mesure que finalement en mathématiques c'est pas si terrible que ça. Mais moi, de ce que je connais de vous en deuxième année, finalement, vous me dites que j'étais plutôt littéraire et les maths c'était pas trop ça. Et je me rends compte en deuxième année que vous étiez un des meilleurs étudiants en mathématiques de ma classe. Donc on va voir comment ça s'est. Oui, c'est ça, c'est la première année voilà, sur les maths, j'ai beaucoup de choses à dire sur en première année, ouais. C'était une grande année, ouais. Alors, justement, j'ai des questions à propos de votre terminale spécifiquement. Donc, vous me disiez Ouais. les maths, c'était pas trop ça, mais c'était pas non plus un problème puisque vous avez postulé à des classes préparatoires scientifiques. Oui. Comment vous voyez aujourd'hui votre niveau en mathématiques en terminale et ce que vous faisiez au niveau du travail? Est-ce que vous compreniez ce que vous faisiez? Est-ce que vous appliquiez des recettes sans trop comprendre? Quel était l'état des lieux à ce moment-là? Alors, je pense déjà c'est bien de prendre la perspective du lycée, parce que je sortais en fait de collège avec d'énormes lacunes, vraiment, c'était vraiment terrible. Donc la seconde, voilà, en fait c'est ouais, une sorte de courbe de logarithme, quoi. Ça, c'est monté progressivement. Donc ma seconde, je commençais un peu à reprendre un peu mes bases, mais j'étais toujours à la traîne. La première, je commençais à prendre un peu le rythme, et la terminale, c'est là où j'ai commencé aussi à prendre goût aux maths avec je trouvais que ça devenait plus intéressant, etc. Et ça m'a poussé à approfondir cela. Euh, et donc, je commençais justement à comprendre ce que je faisais en terminale par rapport à d'autres années avant où c'était pas du tout le cas, où je faisais du copier-coller de ce que j'avais retenu du cours.
En terminale, oui, je commençais justement à comprendre ce que je faisais. Et justement, c'est ça, c'est l'année qui m'a poussé vers des trucs plus scientifiques, parce que je me sentais capable justement de ça. Donc voilà, à la terminale, justement, je commençais à comprendre. Ouais. Est-ce que pendant l'été qui a précédé votre rentrée en classe préparatoire, est-ce que vous appréhendiez les maths suffisamment pour vous dire qu'il allait falloir travailler beaucoup? Ou est-ce que vous vous êtes dit, c'est les 2 derniers mois pour me reposer, donc on va y aller tranquille? Alors, pendant les vacances, j'ai fait très peu de maths, même si je savais que ça allait être nécessaire. Justement, je les ai laissés. Je me suis dit, je vais faire que ça dans l'année. Donc, enfin, je sais pas tant que je vais faire que ça, mais ça va vraiment être là où il faudra mettre l'accent, la grande priorité. Et bon, avec ma grande motivation pendant les vacances, je me suis dit, on nous a donné 13 livres à lire, bah, faut que je les lise, puisque les autres feront sûrement pareil. Et, euh, et donc voilà, donc je me suis concentré là-dessus sur des choses au final pas très utiles, mais sur ce qui était, voilà, sur ce qui était recommandé en fait. Enfin, ce qui prenait le plus de temps, c'est ce qui m'a pris le plus de temps au final dans ce qui était recommandé. Donc j'ai passé beaucoup de temps ouais, à lire les livres, etc. Et justement les matchs, je les ai laissés pour la suite. Alors, la Voilà. question logique qui suit, c'est comment s'est passée votre rentrée en mathématiques, notamment comment se sont passées les premières semaines? Parce qu'en général, Mm. les gens qui arrivent avec un bagage mathématique, on va dire, conséquent du lycée, sont à flot pendant les premiers mois et puis potentiellement commencent plus ou moins à couler ensuite en fonction de la quantité d'informations qu'ils arrivent à Mm. digérer. Mais vous, vous arrivez avec un bagage relativement fragile en mathématiques. Alors comment se sont passées ces premières semaines en classe préparatoire? Alors déjà, donc au début forcément les tout premiers jours j'avais une frousse terrible justement de me dire ils ont tous l'air forts, comment je vais faire, moi je suis nul en maths, etc. Après ça a été vite le temps de relativiser puisque avec le premier DS de maths qui arrive, donc le tout premier DS, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvais que ça non plus en fait parce que c'est aussi l'effet gros lycée à Lyon où j'étais donc avant voilà où tout le monde est vraiment très bon et là j'étais moyen en maths en terminale mais en réalité ça s'est plutôt bien passé en fait dès le début. Euh, donc voilà donc la frousse a vite disparu. Et sinon pour ce qui est du travail généralement au début justement j'avais une méthode assez bourrée donc j'étais vite enseveli justement sous tout le travail donc à devoir tout ficher en plus je fichais à la main etc c'était une galère pas possible donc j'ai été submergé assez vite et en fait j'ai dû assez vite voilà prendre beaucoup de temps pour travailler et adopter des méthodes de travail assez coriaces mais justement ça m'a poussé ça m'a permis justement de voilà de disons que voilà mon niveau de travail a monté très vite, donc ça m'a permis ensuite quand la demande a commencé à réellement monter, à, à être déjà prêt en fait à travailler beaucoup. Donc bon, ça allait très vite, mais ça n'a pas duré longtemps quoi. Alors, au niveau du travail que vous accomplissiez dans les premières semaines, Ouais. donc vous avez parlé de ce travail-là, est-ce que concrètement, vous pouvez donner, voilà, pour l'élève Mm. de terminale, des éléments qui pourrait lui faire imaginer ce que représentait le travail d'un Alexis en début de première année. Qu'est-ce que vous aviez tendance à faire en sortant de la terminale et comment ça a évolué par la suite? Parce que vous parlez de quelque chose d'assez laborieux, donc est-ce Ouais. que c'était nécessaire? Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que c'était une méthode efficace? C'était un passage obligé pour aboutir là où vous en êtes aujourd'hui? Comment ça Hmm. s'est passé? Alors en maths, je suis très heureux d'avoir fait justement ce travail de brut à justement à bien revoir le cours, etc., à faire un maximum d'exercices, etc. Parce que c'est ce dont j'avais besoin en fait, voilà de par exemple pour un même exercice d'essayer plusieurs méthodes pour explorer un peu tous les voilà voilà tous les détours des mathématiques en fait. Donc là, ça m'a beaucoup servi en maths de faire un maximum de choses, de faire tout ce qui est demandé et plus. Ensuite, pour ce qui est des matières plus littéraires ou même pour l'histoire-géographie, etc. J'ai essayé justement d'enregistrer les informations de manière exhaustive, mais c'était pas, je pense, nécessaire parce que j'ai oublié beaucoup de choses en fait de ce début de première année. Par exemple, on avait un livre d'une centaine de pages affichées, j'ai dû faire 8 pages de fiches Bristol, ce qui est beaucoup trop en fait, parce que j'ai rien retenu au final. Donc pour ce qui est justement ce que je faisais en tout cas, c'était donc voilà d'essayer de tout enregistrer, mais c'est vraiment quelque chose que je conseille pas dans ces matières. C'est vraiment de tirer l'essentiel parce qu'en fait c'est ce qu'on fera tout au long de l'année et c'est comme ça qu'on va apprendre ensuite. Donc autant se mettre directement dans cette optique-là. Alors c'est extrêmement intéressant parce que vous évoquez dans le travail laborieux, on va dire en mathématiques, en grande quantité, Ouais. quelque chose qui est très rarement fait par les étudiants, c'est justement de chercher plusieurs manières d'aboutir à un même résultat, de manière, comme vous dites, à Mm. explorer les mathématiques en long, en Ouais. large et en travers. Mm. Et c'est vrai que ça s'oppose
à ce qu'on voit d'habitude, qui est un travail aussi extrêmement laborieux, à l'apprentissage du cours sanctifié, on va dire, le cours voilà, avec un C majuscule, et justement le manque d'exercice, mais aussi le manque de recherche, de questionnement, en se disant, bon, le professeur a fait comme ça pour aboutir à une solution, mais moi, dans mon cours, il y a une autre piste, et vous êtes dit, je vais pas la laisser de côté, je vais l'explorer quand même. Est-ce que c'était évident pour vous qu'il fallait travailler comme ça? Est-ce que c'était quelque chose qui avait toujours été en vous? Est-ce que c'est un conseil que vous avez eu? Comment vous avez eu cette idée-là? Bah justement, ouais, ça vient pas de moi, ça vient donc c'est une situation spécifique où mon père a fait de bonnes études en maths et en fait il tenait justement à m'aider beaucoup en première année. Donc toute la première année en fait, c'est lui qui m'a voilà, un peu comme une pousse de tomate, il m'a il m'a permis de monter assez voilà un tuteur, c'est ça exactement. Donc il m'a permis justement de d'adopter cette méthode déjà parce que donc aussi il avait fait une classe prépa scientifique donc ils avaient d'autres méthodes etc. Donc déjà il m'évoquait en fait d'autres pistes que le cours m'invitait pas à apprendre. Euh, et donc en fait voilà c'est aussi justement le fait d'avoir eu mon père à côté qui m'a invité à essayer plein de pistes et qui m'en a aussi donné d'autres. C'est ça qui m'a permis justement d'adopter cette méthode de travail. J'ai un souvenir par exemple ma première colle je connaissais pas du tout les propriétés des logarithmes et et donc voilà ça m'a poussé à revoir un peu les propriétés du logarithme de long en large puis à essayer de les utiliser un peu partout dès qu'il y avait du logarithme j'essayais de voir un peu le de sortir ma liste donc ouais, c'est ça, ça a été de tout revoir à partir de plusieurs exos, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça a été une bénédiction dans le sens où c'est ce que je vous suggère moi, vous voyez, enfin, je retrouve ça quand je vous disais pendant les périodes de révision, je vous disais qu'il valait mieux faire un exercice de 3 manières différentes plutôt que de faire 3 exercices différents, que il fallait absolument que vous testiez à chaque fois toutes les méthodes possibles, etc. C'est ça qui vous fait la base solide. Mais c'est vrai que c'est très peu naturel pour les gens de faire ça. Ils préfèrent justement alors, ils préfèrent faire un peu ce que vous avez fait dans les autres matières, finalement. Ils préfèrent essayer d'apprendre un maximum d'exercices. C'est-à-dire, plutôt que de faire 10 exercices de 3 manières différentes, ils préfèrent apprendre 30 exercices. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec le tuteur paternel en mathématiques, vous avez adopté cette solution-là. Par contre, dans les matières littéraires, vous avez cédé un peu à la tentation de vous dire, bah, je vais essayer de m'en mettre plein dans le ventre et puis espérer digérer tout ça. Mais évidemment, quand vous cherchez à faire ça, il y a des pertes, quoi. Mais c'est compréhensible aussi. Enfin, au moins, vous faites partie de ceux qui, dès le départ, se sont mis au travail avec tout votre cœur, quoi. Là, c'était vraiment... Ah ouais, j'étais motivé, ouais, c'est sûr. Puis surtout, j'avais l'impression d'entrer dans quelque chose de prestigieux et qui demandait un certain niveau. Puis même, tout le monde me paraissait super intelligent, en fait, quand on n'avait pas encore les résultats de chacun. Et ouais, ça m'a poussé justement à me donner à fond parce que je me dis, je suis peut-être le plus nul, mais j'en sais rien en fait. Et dans le doute, dans le doute, je me suis dit, bah, je vais essayer d'être le meilleur moi-même, et puis on va voir si comment je me place par rapport aux autres avec ça, quoi. Donc bon. Alors, c'est très intéressant parce que justement, ça pose la question de l'évolution de votre niveau dans ces différentes matières, mais aussi l'évolution de votre regard sur vous par rapport au reste de la classe. Donc effectivement, au début, on peut imaginer cette frousse des mathématiques et aussi cette appréhension vis-à-vis de vos camarades de classe. Comment ça a évolué tout au long de votre première année, cette chose-là, donc votre niveau d'un côté, mais aussi le regard que vous aviez sur le niveau de vos camarades de l'autre? Pour moi, c'était très important déjà le rapport aux autres dans la classe. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Déjà parce que je faisais pas mal de sport avant et donc j'avais l'habitude de me comparer un peu aux autres, etc. Donc pour moi, c'était pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui me poussait en fait. Et donc ouais, donc disons que la moitié du premier semestre, je connaissais pas le niveau des autres, donc justement, et le fait d'y aller à l'aveugle, ça m'a poussé à me donner à fond parce que on imagine toujours le pire, donc enfin disons le meilleur des autres au début. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, quand j'ai pris conscience de mon placement, j'étais mieux placé que prévu, que ce que je pensais du moins. Et à ce moment-là, c'est là que sont nées enfin, moi j'imagine ça comme des petites rivalités. En tout cas, c'était ce qui se passait dans ma tête. J'avais des sortes de cibles et que je me disais, voilà, faut que je sois meilleur que ces personnes-là. Et non, et moi, c'est quelque chose qui m'aide en fait, qui m'a aidé à travailler. Et donc voilà, donc c'est passé d'une lutte contre un niveau inconnu à une lutte contre un niveau connu et que je savais abattre. Et cela en fait du premier concours blanc au second concours blanc où voilà c'est ça qui m'a vraiment poussé à réviser notamment pendant le confinement assez long qu'on a eu. Bah, c'est la meilleure manière de se servir de l'adversité, hein. J'ai écouté un podcast du cycliste Christophe Basson, il expliquait très bien que justement l'adversaire, c'était pas à confondre avec ennemi ou quoi que ce soit d'autre, c'était justement la personne qui allait nous pousser à nous surpasser. Bien sûr. Et vous êtes servi de ça, c'est apporté à votre crédit, c'est certain.
Est-ce que malgré ces rivalités factices ou Ouais. voilà, cette adversité-là que vous Oui, avez c'est créée ça. de manière à Mmh. monter en Mm. niveau, est-ce que vous entendiez bien avec ces personnes-là? Ah, bien sûr, ouais. Donc, par exemple, on va dire, je sais pas de ce qu'il en pense lui, mais mon grand rival de fin de première année, c'était Axel, donc qui avait gagné, donc qui avait fait premier au premier concours blanc. Et donc voilà, donc c'est un très bon ami à moi déjà à l'époque. Et mon objectif justement au deuxième concours blanc, c'était de faire mieux que lui. Et donc voilà, enfin, là ça fait très prépa, ça fait très préjugé de prépa, mais enfin on se demandait les notes quand on les rendait, voilà, au deuxième concours blanc, et puis c'était un peu une course. Et puis non, ouais, c'est un très bon ami à moi, et c'était un peu plus un jeu, enfin voilà, c'est très cordial, comme au sport en fait, c'est la même chose. Exactement, ça fait très Mm. prépa, mais c'est un jeu duquel vous êtes absolument persuadé que vous allez sortir tous les 2 gagnants. C'est quand même C'est ça, ça, donc c'est ça. c'est très profitable pour les 2. Excellent. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, de votre niveau en mathématiques en fin de première année? Est-ce que vous estimiez que les lacunes, du collège avaient fini par se combler, d'une manière honorable? Ou est-ce que vous sentiez qu'il y avait encore, certains domaines des mathématiques sur lesquels il Mmh. fallait pas appuyer trop fort parce que sinon, ça pouvait vite s'effondrer sous vous? Alors, oui, je me sentais, disons que au niveau du cours et de comment utiliser le cours, je sentais que j'avais maîtrisé quelque chose. Et que voilà, j'arrive à un niveau où un exercice, disons un exercice type première année, donc souvent ça s'approche à la fin à une sorte de top 5 à la limite. Donc ça, je savais que j'étais capable de le résoudre d'une manière ou d'une autre, peut-être avec un peu de temps, mais je savais que j'avais tout clé en main et j'avais des méthodes pour approcher ce type d'exo. Mais après, c'est là que sont apparus aussi des exercices plus à réflexion qui nous font utiliser des notions qu'on n'a pas encore. Et là, je sentais il me manquait un peu ce que certains appellent un peu un esprit mathématique, où je sentais que j'avais pas ça, j'avais pas ce super pouvoir, en quelque sorte, j'avais pas réussi à le développer. Euh, voilà, donc je sentais que les exercices qui me posaient problème en début de première année, j'avais réussi à les maîtriser. Mais pour ce qui est des exercices avec un peu plus d'intuition, peut-être d'une certaine manière, ou ça, je sentais que j'avais toujours du mal. Après, c'est quelque chose qui est apparu plus tard, et c'est le nouvel ennemi qui est apparu pour préparer ma deuxième saison en deuxième année. Mais voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Excellent. Vous avez décrit la manière dont vous avez mis en place dans la première année une charge de travail conséquente. Et je me demande en fait comment vous avez vécu ça d'un point de vue physique et psychologique, parce qu'on me demande souvent des questions qui traitent de charge de travail, et donc on a l'impression que c'est un sac à dos de 100 kilos qu'il va falloir endosser, et puis marcher des kilomètres et des kilomètres avec. Comment vous avez vécu ça, pour vous, cette augmentation du rythme? Est-ce que vous avez l'impression que c'était une charge de travail qu'on vous mettait sur le dos? Est-ce que c'est vous qui avez rajouté des pierres au fur et à mesure? Est-ce que le sac a été de plus en plus facile à porter, de plus en plus difficile? Est-ce que ça a varié en fonction des périodes? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, donc au début, je voyais en fait qu'on m'en demandait pas tant et que j'avais justement fait quelque chose d'un peu extrême par peur justement du niveau des autres. Euh, donc je savais que j'en faisais peut-être un peu trop. Et après, justement, petit à petit, on va dire voilà, le moule s'est rempli. Enfin, voilà. Donc j'avais quelque chose de prêt qui était ensuite adapté au rythme de travail qu'on m'imposait au fur et à mesure de l'année, vers la fin du premier semestre. Et donc là, après, je commençais à sentir un peu la fatigue d'avoir commencé aussi vite, en fait, d'avoir adopté un rythme aussi fort, aussi tôt. Euh, donc ouais, je commençais vers janvier, c'était très difficile, quoi, de se dire, enfin, comment je vais tenir à ce rythme, fait froid, fait pas beau, enfin donc ça, voilà, le syndrome des débuts de prépa, on sent, voilà, on sent un peu mal physiquement aussi. J'ai dû arrêter pas mal le sport en début de première année. Donc là, disons que ça a été de moins en moins bien physiquement comme psychologiquement. Et après, on va dire, voilà, la nouvelle année commençant, on a eu notamment le confinement. Et j'ai aussi repris un peu le sport en fait. Ça m'a fait du bien de trouver un exutoire, trouver autre chose. Donc j'ai commencé en fait à comprendre en fait qu'il fallait autre chose autour euh, pour pouvoir justement endosser une telle charge de travail. Donc en rajouter, au final, ça fait que le sac pèse moins lourd, bizarrement. Et donc j'ai ajouté une activité alterne. Puis après, donc est venu le confinement, voilà. Où là, en fait, j'ai pas mal adapté j'ai un peu changé mes méthodes de travail, de bourrine à plus personnalisé, plus allégé. Et aussi, j'ai essayé de travailler avec des méthodes un peu différentes. Et donc là, ouais, là c'est devenu beaucoup plus simple à endosser et beaucoup plus agréable aussi de travailler.
Donc voilà, donc d'un début de première année où ça allait, puis après avec la fatigue de moins en moins bien vers janvier, de plus en plus compliqué, j'ai réussi du coup à ressortir vers quelque chose d'assez agréable d'ici la fin de première année de façon progressive. C'est très intéressant la métaphore du sac parce que vous dites que rajouter des pierres, ça a fait que ça pesait moins lourd, mais on peut imaginer ça d'un point de vue physique en se disant que je préfère largement avoir un objet de 10 kilos dans Mm. chaque main que d'avoir juste un objet de 10 kilos dans une main et zéro dans l'autre Mm. parce que ça vous déséquilibre. Effectivement, c'est ce C'est mot-là. ça. Vous avez fini par comprendre qu'il fallait construire une vie équilibrée de Mm. manière à encaisser cette charge de travail. C'est très, c'est très chouette que vous soyez parvenu si vite à une telle réalisation parce que la plupart du temps, effectivement, et c'est peut-être aussi circonstanciel finalement, ce Mm. confinement et cette opportunité de rajouter un peu de sport, un peu d'équilibre, ça a peut-être fait que vous avez évité de terminer fin juin complètement cramé. Ah, ça m'a sauvé, hein, c'est sûr. Ça m'a poussé à pas mal de changements, ouais. Non, c'est certain. Alors, attendez, ouais, c'est parfait, on a votre première année dans les grandes lignes, donc j'imaginais pas du tout, mais donc on a Alexis littéraire complètement aux fraises au C'est collège ça. qui comble ses lacunes comme ça Au fur et à mesure, au ouais. fur et à mesure. En terminale, ça va à peu près. De frousse, en première année, vous commencez à travailler comme un marteau. Ah ouais, Et ouais. puis, avec le confinement, enfin, c'est comme un marathonien qui partirait trop vite sur les 10 premiers kilomètres. C'est ça. Il commence à siffler un Mm. peu au 20e kilomètre. Et puis, au bout d'un moment, voilà, vous avez commencé à rajouter un peu de sport Mm. de manière à voir, finalement, à la fin de cette première année, vous aviez quand même engrangé pas mal d'expérience, quoi, sur ce qu'il fallait Ouais. faire en mathématiques, sur ne pas aborder les autres matières littéraires d'un point de vue trop exhaustif parce que vous vous êtes rendu compte que ça commençait à fuir dans le cerveau. Il y a certaines connaissances du début d'année qui étaient plus assimilées. Et puis voilà, ce sport que vous avez saupoudré ici et là. Donc, Mm. ça se passe super bien. Alors, comment se sont passées vos vacances d'été entre la première et la deuxième année? Est-ce que ça a été à nouveau l'occasion d'un repos bien mérité ou d'un travail acharné pour une frousse inexpliquée? Comment ça s'est passé? Alors je pense que c'était une des périodes que j'ai le moins bien géré, je pense, de mes 2 années, ces vacances-là. Parce qu'en fait, donc il y avait pas mal de gens dans ma classe qui ont fait un stage en fait pendant les vacances, parce que c'était valorisé ensuite dans les entretiens, et puis que moi j'avais assez peu d'expérience professionnelle. Justement, bah, encore une frousse, voilà, j'avais peur d'arriver sans rien et que ça me soit très critiqué en fait pendant les entretiens. Donc j'ai eu l'occasion en fait de faire un stage pendant le premier mois des vacances, donc sur les 2 mois. Ce que j'ai fait donc. Et à ce moment-là, je pensais, oui, je pourrais travailler un peu, puis bosser la prépa le soir, donc essayer de concentrer le travail sur ce mois-là. Sauf qu'en fait, c'était impossible surtout avec toute la fatigue engrangée pendant une année, c'était impossible d'aligner les deux en fait. Et donc au final, j'ai fait un stage assez complet, j'ai appris beaucoup de choses qui me serviront en école de commerce, mais pour la prépa, c'était pas terrible. Donc j'ai passé un mois où je me suis pas reposé et où j'ai pas bossé pour la prépa, donc c'était pas terrible. Et après donc j'arrive au deuxième mois, voilà, j'ai mes trois DM de maths qui m'attendent, j'ai tous mes livres à lire et en plus je dois me reposer, donc ça va être compliqué. J'ai eu à ce moment-là la mauvaise idée d'en faire un peu par petits bouts à certains moments, notamment pour les maths. Donc j'arrivais avec des exercices un peu à moitié faits et là je devais me souvenir des résultats, me souvenir des techniques, etc. Et donc ça m'a poussé à m'embrouiller, à tourner en boucle en fait sur des choses en fait relativement simples. Euh, donc j'ai travaillé d'une manière pas du tout que je recommande pas du tout, où je dois à la fois où du coup j'ai dû virer en fait la phase repos pour travailler sur des choses que j'aurais pu faire beaucoup plus vite en le faisant d'une traite. Et donc je me retrouve à avoir travaillé pas tant que ça, donc j'ai pas pu par exemple revoir trop mes bases de première année, etc. Parce que j'étais concentré sur des devoirs de vacances qui auraient dû me prendre beaucoup moins de temps. Et en plus, je suis arrivé en fait en début de deuxième année à moitié reposé, à stresser parce que je savais que j'avais pas fait assez. Et en voyant tous mes camarades, mes fameux rivaux, en pleine forme, qui ont fait plein d'années à l'ESCP et qui sont prêts à en découdre. Donc c'était terrible, horrible. C'est drôle parce que là, on se marre parce que ça s'est bien terminé et puis même en deuxième année, vous avez bien progressé. Mais Ouais. c'est vrai que je ressens parfaitement la puissance de cette culpabilité de s'être raté Ouais. un peu sur ces vacances-là. Et c'est difficile. Et justement, je vais vous demander, mais comment psychologiquement vous avez géré ça? Parce que justement, vous savez que vous n'avez pas forcément fait les bons choix. Et ça arrive extrêmement souvent. Par exemple, en DS, ça Mm. peut arriver. Vous commencez par un exercice qui finalement n'est pas approprié du tout. Vous apercevez que sur votre DS de 4 heures, vous avez plus ou moins perdu 1 heure parce que vous n'avez pas du tout été efficace. Mais pourtant,
il faut absolument que vous trouviez les ressources psychologiques pour vous remettre de ça. Alors vous, c'est une échelle qui est un peu différente, c'est dans un cadre un peu différent, mais c'est la même chose. Vous savez que ces 2 mois, il y a des choses qui ont été faites d'une manière utile, donc ce stage a été fait, mais peut-être qu'il aurait pu être plus court, peut-être qu'il aurait pu être moins fatigant, et dans votre manière de travailler, vous êtes retrouvé à battre le fer, pas tant qu'il est chaud, puisque du coup ça a été du travail éclaté entre différentes périodes, et donc effectivement vous voyez que vos rivaux arrivent en pleine forme et prêts à en découdre, le couteau entre les dents, exactement comme le jour d'un DS, au bout d'1 heure de perdu, vous pouvez voir que ça se trouve, vos rivaux sont en train d'écrire et comme si de rien n'était. Alors comment vous en êtes remis, comment vous en êtes rétabli de ça? Et ben justement, je l'ai vu en fait d'une manière, donc voilà, où j'avais très bien fini ma première année, donc avec un concours blanc qui s'était très très bien passé. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre ça comme un coup de fouet en fait. Là, je suis revenu à un niveau où je rentre dans une sorte de compétition. Et là, faut justement que j'ai quelque chose à dépasser, voilà. Et j'ai d'autres gens qui sont devant. Je me suis fait dépasser. Il faut que je repasse devant, quoi. Donc ça m'a motivé aussi en me remettant dans cette optique compétitive. Ça m'a poussé à tout donner. Puis ça m'a aussi poussé donc à changer un peu encore mes méthodes de travail, à faire encore une transformation, une évolution comme j'avais pu faire au premier confinement. Donc voilà, c'est retour à la compétition et transformation des méthodes de travail. Alors j'ai un souvenir en début de 2e année, un souvenir personnel d'une Ouais. colle que j'ai eue avec vous. Ah, Vous la avez pas première. mal coincé sur les propriétés de la fonction sinus. Alors Ah est-ce oui, que vous oui, en non, oui. souvenez de cette colle? Est-ce que vous pouvez la raconter un peu comment vous avez vécu Parfaitement. ça? Ah oui, oui. Ah bah donc c'est déjà en arrivant à la colle, je me suis dit je suis pas du tout prêt. J'ai pas pu revoir ma première année. Je sais que il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas à l'aise, les fonctions sinus par exemple, ce qui faisait partie de mes lacunes restantes. Donc là j'arrive à la colle, je vois que mon sujet tombe sur tout ce que j'aime pas. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, mais là voilà, c'est en plein dans le mille. Donc je me suis dit ouais bon ok là c'est un coup de fouet un vrai et donc justement je pense que c'était le l'apogée du coup de fouet quoi, c'était le là ça a bien claqué ouais. Et donc ouais, donc j'arrive déjà l'exercice c'était avec des sommes à séparer, je me souviens entre nombre pair et impair, des choses comme ça. Des choses qui me semblent quand même relativement complexes par rapport à ce qu'on faisait en première année. Je me suis dit ok bon c'est compliqué, je sais que c'est compliqué donc je vais faire ce que je peux. Puis je vois que même les choses un peu simples, j'y arrive pas trop. Je commence à stresser un peu. Puis là, le fameux tracé de fonction sinus qui arrive. Et là, je me dis ça pour le coup, je suis censé savoir faire. Et je galère. Et je sors de la colle un peu dépité, ouais, quand même. Parce que je me dis, ok, il faut vraiment que je m'y remette. J'ai imprimé la fonction sinus et d'autres que j'ai mis en poster face à mon bureau. Et ça m'a remis, je pense, sur les bons rails. Même si après, ça a pris du temps. Je sais pas si c'est cette colle-là, mais j'ai rendu une reprise de colle totalement nulle, où j'avais fait tout faux en fait. Et voilà, donc en fait j'ai eu d'autres obstacles encore après. Et après c'est comme une course de haie en fait. Je passais les obstacles, mais je savais que j'allais quand même arriver au bout à un moment ou à un autre. Donc j'ai continué à passer les obstacles en me disant ouais ça fait mal au cœur, mais c'est pas grave. Et donc voilà c'est ouais non ça a été un bon déclencheur cette colle. Donc la cerise sur le gâteau. Alors je me rendais pas Ah compte que ouais, ça ouais. venait couronner Ah finalement non, cette oui. phase de stress, mais Ah, c'était fameux. ouais, Ouais. ravi d'avoir pu vous aider. C'est vrai que c'est d'autant plus. Alors ça, c'est quelque chose de psychologique, mais c'est d'autant plus difficile de vous en sortir en colle, même si ça tape pas exactement sur vos lacunes, parce que vous savez que vous avez des lacunes tout à côté. Il y a toujours la Hmm. tentation de se dire, on me pose la question, mais ça se trouve pour répondre à la question, ça tape dans un domaine de compétences que je maîtrise pas. Oui. Et donc après, il y a tout le temps ce doute en se disant, ouais, ça se trouve c'est facile, mais ça se trouve c'est Hmm. pas du tout sur ce que je connais. Donc vous êtes mal à l'aise et c'est très difficile de sortir de Hmm. cette spirale. D'autant plus, comme vous dites très bien, que ça vient couronner 2 mois déjà de doute et de culpabilité en se disant, mais Hmm. je sais très bien que je suis pas au point, donc Hmm. ça m'étonne pas. Mais c'est vrai que je m'en souviens très bien parce que Ouais. même si vous aviez la sensation d'avoir ces lacunes, Hmm. moi je vous avais identifié grâce au devoir de vacances comme un bon élément. Je savais qu'il y avait le moteur, si vous Hmm. voulez, mais je savais pas qu'il manquait, on va dire, autant d'essence et surtout Hmm. que ça remontait au collège, en fait. Et donc, C'est ça. ça s'explique très bien maintenant Hmm. que j'ai l'histoire en entier. Alors, vous avez parlé notamment de cet exercice de colle qui effectivement marque une certaine discontinuité entre ce qu'on vous demande en première année et en 2e année. Parce que autant en première année, on va rester dans les filières EC, grosso modo sur des choses qui sont relativement proches du cours,
Autant en deuxième année, c'est vrai que on demande beaucoup plus de mettre les différents domaines des mathématiques en relation. Et donc là, je vous demande de faire un peu, voilà, de l'algèbre avec les sommes, séparation des termes pairs et impairs, etc. Mais ça vient se coupler aussi avec des notions d'analyse, donc des notions d'analyse sur la fonction sinus, sur ses caractéristiques, etc. Et ça demande aussi beaucoup plus d'initiative, tout simplement en vous disant, voilà, je vois ça, on me pose telle question, donc moi, à mon tour, il faut que je me pose d'autres questions pour arriver à Mm. comprendre quelle est la manipulation technique qu'il faut que je mette en place. Alors, comment vous avez vécu ces nouvelles demandes en deuxième année? Comment vous avez perçu ce changement et qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à monter votre niveau d'exigence et votre niveau en mathématiques de manière à réussir ce genre de questions? Ouais, c'est vrai que c'était une approche totalement différente, et même après mon approche voilà, mes techniques d'apprentissage des mathématiques ont aussi pas mal changé, donc j'utilisais plus mon père comme tuteur, parce que c'était plus essentiel à mes yeux, et voilà, justement, je voulais aussi essayer de me débrouiller un peu par moi-même. Et donc, ce que j'ai essayé de faire le maximum de choses que vous demandiez de faire. En fait, je me suis dit, ok, pendant les vacances, j'ai tenté des choses, mais c'est pas passé. Donc là, je me remets sur les rails qu'on me propose. Donc j'ai regardé pas mal de vos vidéos. J'ai essayé de faire pas forcément un maximum d'exercices, mais ceux que vous proposiez en fait, et de les faire le plus que je pouvais. Donc vraiment, je passais ma semaine sur les exercices que vous donniez. Et en fait, donc, au début, j'ai par exemple les fameux exercices de flèche. J'avais beaucoup de mal au début, mais j'essayais toujours d'avoir des pistes et après d'être tout le temps actif en fait aussi. C'est surtout ça qui m'a aidé, parce que je pense que c'est ça aussi la différence entre une mentalité, j'ai envie de dire un peu top 5 où on enregistre et voilà, on a la méthode, en fait on a la méthode d'application. C'est l'artisanat en fait, on a la méthode d'application et les outils, et après on applique le plan. Alors que là, en top 3, je me suis dit, faut apprendre à créer, voilà, à l'artistique, en fait. Faut apprendre à penser à des solutions, à développer une intuition. Et après, c'est ce que j'ai essayé de faire en cours aussi, où il y avait pas mal de moments où vous nous demandiez de réagir et d'essayer, même si je parlais assez peu, j'essayais justement de penser justement à plein de choses et voilà, d'avoir toujours un petit coup de papier pour noter des choses, et donc justement de tout le temps chercher une solution quand on me demande d'en chercher une. Donc essayer de d'avoir un maximum de moments de réflexion et de voilà, où je devais penser à une solution. C'est vrai que vous décrivez très bien l'opposition qu'il y a entre le niveau moyen qu'on demande en Mm. EC, que je qualifierais plutôt d'industriel, Mm. où effectivement c'est le modèle standard Ouais. qu'on va pouvoir utiliser dans 90% des cas. Mm. Et de l'autre côté, effectivement, plus ce côté artisanat, construction sur mesure, qu'on Mm. vous demande dans le top 3, notamment pour accéder aux meilleures écoles, où il faut s'habituer, comme vous le dites. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas cherché à résoudre cet exercice parce que c'était impossible, Mm. mais entre ne rien faire et résoudre l'exercice, il y a effectivement Mm. la case intermédiaire de chercher des pistes de réflexion, Mm. de se dire comment je pourrais combiner les idées entre elles de manière à trouver un embryon de quelque chose qui puisse après m'aider. Alors ça se trouve, ça aboutit sur une piste infructueuse, auquel cas on pourra toujours se poser la question, pourquoi était-elle Mm. infructueuse? Est-ce que ma majoration était trop grossière Mm. pour telle raison, telle raison? Mais c'est vrai que c'est assez chouette que vous soyez pas découragé et que Mm. vous soyez dit, si je veux réussir cet exercice un jour, déjà la moindre des choses, c'est d'essayer de pouvoir réfléchir, d'essayer de pouvoir me poser des questions dessus. Et ça, je vous garantis encore une fois que vous êtes dans la minorité. Les gens vont plutôt chercher l'astuce qui va permettre de résoudre tout ce genre d'exercice. Mais le problème, c'est Mm. que quand on cherche systématiquement l'astuce, on se lance justement dans une connaissance encyclopédique, qui est celle que vous Ouais. décrivez dans les matières littéraires. Et ça, c'est limite. Je peux faire ça pour 10 exercices classiques, 50 exercices classiques, mais peut-être qu'il vaudrait mieux que j'apprenne à construire une pensée à la volée comme ça, qui puisse me permettre de Mm. traiter beaucoup plus d'exercices. Et donc là aussi, encore une fois, même sans tuteur, c'était déjà la bonne idée, en fait. Mm. C'est beaucoup de réussite. Vous aviez le tuteur paternel en première année, et les rails que vous avez choisi de suivre en deuxième année étaient encore une fois les bons, en tout cas pour vous. Ouais. Ok. Est-ce que, ouais, on va poser la question, de toute façon, on va voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a eu des moments marquants dans votre deuxième année, que ce soit au niveau psychologique, au niveau des notes, au niveau de la progression? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça de discontinuité où d'un seul coup il s'est passé quelque chose et vous êtes dit oui, ça a été un moment déterminant de ma deuxième année en classe préparatoire? Alors ouais, pour la deuxième année, bah, ça arrive très tard en fait le rebond, on va dire. Donc j'avais voilà un peu le mythe de ma première année réussie. À la fin, on m'a promis pas mal de choses. On m'a dit bon, ça va continuer à progresser de façon linéaire. Vraiment, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc début de première année, je perds, je crois, 2 points de moyenne ou quelque chose comme ça. Enfin, quelque chose d'assez énorme. Et en fait, donc, le rebond en note en deuxième année, il est arrivé au deuxième concours blanc. Et un peu tout d'un coup, en fait, sur toutes les matières, ça s'est aligné.
En mathématiques, pas tant que ça, mais j'étais passé sur des exos top 3 et enfin, j'étais déjà à peu près content d'avoir des choses à peu près correctes. Ensuite, en histoire, c'est vraiment là, je crois que j'avais en gros 11-12 de moyenne sur les autres DS. Là, je suis passé à 14-5. Enfin, c'est vraiment une grosse montée. En français, j'ai toujours été un peu régulier. Sur les langues aussi, enfin voilà, sur la grande majorité des matières, c'est là où ça a vraiment porté ses fruits. Et je pense que c'est aussi voilà, le fait que j'avais parfait ma méthode, j'avais réussi en fait, en deuxième année, à apprendre tout de façon régulière et à tout revoir, en fait, à faire revenir des choses anciennes de façon régulière aussi. Et je pense que c'est là que ça a payé, parce que c'est là aussi où on commençait justement ouais, à avoir tout en vue et à devoir tout revoir. Et alors qu'encore au premier concours blanc, on mettait encore un peu la tête dans le guidon. Là, deuxième année, voilà, c'est là où on devait tout revoir. Et comme ma méthode était adaptée à ce genre d'exercice, c'est là que ça a marché en fait. Et non, avant ça, c'était une longue période de galère jusqu'à ce concours blanc, où justement je commençais à perdre un peu espoir, où je commençais à stagner en fait, en philo notamment, je stagnais dans plein de matières. Et c'est vraiment le deuxième concours blanc qui m'a rendu l'espoir. Alors j'ai deux réflexions suite à ce que vous dites. La première, c'est assez drôle, mais c'est ce qu'on vous a vendu comme une progression Ouais. linéaire. Pour moi, c'est pas un oxymore, mais on est sur quelque chose qui sent le soufre. Ah Parce oui. qu'une progression linéaire, je n'ai jamais rencontré ça de ma vie, si vous voulez. Mm. Que ce soit dans le sport, il y a toujours des Mm. plateaux à certains moments que vous finissez par passer. Et même dans les échecs, je me rappelle quand j'avais commencé à jouer aux échecs, j'avais un certain classement. Et puis après, j'apprenais de nouveaux concepts, Mm. mais des concepts qui amenaient de nouvelles questions dans lesquelles je m'empêtrais pas avant, alors que maintenant je m'y empêtrais avec ces nouveaux concepts, et du coup je faisais des erreurs que je ne faisais pas avant parce que j'avais d'autres éléments pour réfléchir, et donc ça fait toujours des espèces de sinusoïdes qui peuvent effectivement descendre très bas, remonter très haut. Alors effectivement, quand t'es envers plus l'infini, ça progresse. Mais il Ouais. faut arriver à encaisser ces vagues-là, et donc effectivement, progression linéaire, c'est quelque chose de très, on va dire, malhonnête à vendre à un élève en classe préparatoire, parce que si vous prenez ça au mot, vous vous dire, mais comment c'est possible que je stagne justement comme vous avez fait en philo. Mais justement, Mm. c'est complété par la deuxième partie de la réflexion où vous avez dit que vous avez commencé vraiment à décoller en deuxième année quand on vous a demandé de mobiliser des connaissances éparses et de C'est les ça. rassembler pour en former un tout. Et c'est là, en fait, que la progression n'est pas du tout linéaire, parce que tout ce Mm. travail que vous avez fait pendant votre première et votre deuxième année, qui était un travail aussi avec une volonté de synthèse en Oui. mathématiques, le fait de résoudre plusieurs questions de plusieurs manières, et même l'abandon du caractère exhaustif dans toutes les matières Mm. littéraires, eh ben c'est là que ça finit par payer. Mais vous imaginez la patience qu'il Exactement. Ouais. faut pour construire une connaissance comme ça. C'est le travail de l'ombre. Et au Mm. bout d'un moment, les fruits arrivent. Mais c'est vrai que je comprends parfaitement le caractère émotionnel que ça a dû avoir pour vous d'attendre ça en vous disant, mais quand est-ce que ça va arriver, quoi? Parce que c'est vrai que d'avoir toujours la même note, vous sentez que vous progressez. Vous savez dans votre travail que vous êtes de plus en plus fort. Mais le fait que ça se traduise toujours par la même appréciation chiffrée, ça peut être quand même assez désespérant, quoi. Ah oui, ça fait mal, hein. Le mois de janvier a été compliqué en deuxième année aussi. Voilà, où on est en plein dedans, en fait, c'est ça. Mm. Alors justement, il y a un événement absolument incroyable qui vient pimenter votre deuxième année. Ah oui. Donc, on avait Andoni qui s'était fait une luxation de l'épaule dans un match de foot, mais dans la compétition terrible de la blessure idiote, vous avez décidé de monter le niveau et vous êtes fendu d'une rupture du tendon d'Achille sur un match de foot. Alors, est-ce que vous pouvez raconter déjà l'action, qui a mené à cette rupture-là, et puis aussi, bien entendu, les conséquences que ça a eu pour vous en tant qu'étudiant, parce qu'on était seulement à quelques mois des concours à ce moment-là. Ah ouais, bien sûr. Donc déjà, donc ça arrive, un peu de contexte, ça arrive après le deuxième concours blanc, ça s'est bien passé. Voilà, je suis plein d'espoir. Ça fait quelques semaines donc qu'on a plus de DS, etc., plus trop d'échéances proches. Et donc on est pris dans une sorte de routine un peu de répétition, etc. Or, les beaux jours arrivent, on se dit un petit tournoi de foot, ça fait mal à personne, ça cassera un peu la routine. Donc on se lance dans le tournoi de foot, bien entendu. Et là, peut-être qu'on se donne un peu trop, peut-être que le corps n'est pas forcément prêt à encaisser un retour à la compétition sur ce plan-là. Et donc voilà, peut-être que le tendon décide de lâcher à un moment un peu inattendu sur une accélération, là, alors que l'attaquant de pointe commençait à filer vers la cage, il a fallu réagir, peut-être réagir un peu vite. Donc le tendon lâche, un claque se fait entendre et la course tout d'un coup s'arrête. C'est retour sur le banc, je sais pas trop ce qui se passe, j'ai pas particulièrement mal puisque on se fait mener 6-4 et il faut remonter, donc c'est quand même la priorité.
Mais là, je peux plus me lever, ça commence à faire mal un peu quand même. Je me fais porter par des OCE jusqu'à l'infirmerie. L'infirmière, bien sûr, me dit que tout va bien, que d'ici ce week-end, ça ira mieux. Après, j'essaie de marcher, ouais, bof. Le lendemain, je vais voir un médecin. Donc, j'ai quand même marché donc une bonne journée sans tendon. Je sais pas par quelle magie, mais mais voilà. Donc le lendemain, je vais voir le médecin et je passe l'après-midi, bien sûr, aux urgences où en fait j'ai dû prendre des rendez-vous chirurgiens pour mon opération de la semaine prochaine, c'est-à-dire le jeudi, juste avant de partir en révision. Donc je me fais opérer, voilà, à ce moment-là, le jeudi là. Ensuite, je suis sous endorphine, enfin sous morphine pendant quelques jours, donc pas dans un état pour réviser quoi. Donc j'ai perdu bien une semaine en fait à pas pouvoir vraiment travailler. Et après, en plus, j'étais censé partir en révision avec des amis, et je me retrouve en béquille tout seul chez moi pendant 2 semaines, alors que justement mes méthodes de travail étaient basées sur un travail en collectif et avec d'autres gens. Et donc je me retrouve tout seul en révision, donc pas du tout ce que j'avais prévu pendant 2 semaines, avec ma blessure et en visio en fait avec mes amis pendant assez longtemps. Puis après voilà, ça continue avec d'autres péripéties jusqu'au concours. Alors c'est vrai que ça paraît idiot, mais encore une fois, c'est pas de chance et on peut très bien Ouais. comprendre ce qui vous pousse à aller faire un match de foot, les beaux jours arrivent. De toute façon, vous allez partir en révision, donc le travail Hmm, n'est pas à remettre en question. Vous pouvez c'est très bien ça. vous récompenser de toute une année à travailler. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors, c'est vrai que ça contraste un peu avec votre été entre la première et la deuxième année, parce que autant cet été-là, vous pouvez à la limite vous dire c'était de ma faute si je l'ai pas Hmm, mené exactement comme je le voulais. Autant ça, vous dire je suis responsable. Vous avez 20 ans, vous pouvez pas savoir si un changement hmm. d'appui, surtout c'est quand même une blessure grave pour finalement Ouais, une intensité. C'était pas la finale de la Ligue des Champions, quoi. C'était un match c'est dans la ça. cour. Donc ça claque et ça vient remettre en question toute votre planification des révisions. Comment vous avez vécu, encore une fois, psychologiquement, cette déconvenue? Parce que c'est vrai que tout se remet en question à très peu de temps du concours. Quelles ressources vous mobilisez pour vous dire, je vais faire au mieux malgré les circonstances, quoi? Donc déjà, je me suis dit, en fait, ça fait un défi de plus, et je me dis, si j'arrive à avoir de bons résultats avec ça, sur une jambe, ça sera encore mieux, quoi. Donc, au final, enfin, j'arrive à le prendre comme une motivation, et à me dire, voilà, c'est encore plus beau, en fait, si j'arrive comme ça, quoi, avec une jambe en moins. Donc, j'essaye de tout gérer au mieux, et donc, par exemple, voilà, toute la journée, je passe la journée sur Teams, en fait, avec mes amis en visio, et à essayer de reproduire un peu les conditions espérées. Donc j'arrive en fait à bien travailler mine de rien. Après j'étais pas habitué à travailler tout seul, donc là c'était très difficile de vaincre la fameuse la flemme en fait quand on est tout seul chez soi à devoir travailler, même s'il y a les concours qui arrivent. Surtout moi j'ai pas fait ça de mes 2 ans de prépa et là je me retrouve à faire ça pendant les révisions, donc j'étais pas du tout prêt. Mais la motivation y est en soi et j'ai quand même réussi à bien travailler. Pour les concours aussi, j'ai aussi obtenir des conditions assez agréables. Donc j'avais ma petite salle, enfin une petite chaise pour poser ma jambe. J'avais une chambre pour faire une sieste le midi, etc. Donc, voilà, ça m'a poussé à prendre des initiatives pour à la fois être plus à l'aise au concours et pour réussir à travailler pendant les révisions. Et ça m'a encore plus motivé en fait. Donc une petite insiste, parce que vous avez parlé justement de ne pas être habitué à travailler tout seul. Ouais. Comment vous décririez l'intérêt que vous avez eu à travailler à plusieurs? Parce que, encore une fois, pour l'élève de terminale aujourd'hui qui vous écoute, le travail à plusieurs, c'est pas forcément un concept, le travail non plus d'ailleurs, en fonction. Quel intérêt vous avez trouvé, vous, au travail à plusieurs, donc en mathématiques, mais comme dans les autres matières? Alors il y a plusieurs choses. Il y a le travail un peu en coopération à plusieurs. Il y a le travail aussi dans un lieu de travail vraiment avec d'autres gens qui travaillent autour. Moi ça a été surtout ça. Donc je suis externe, donc au Chartreux c'est assez rare. Et donc voilà, donc je rentrais chez moi le soir, etc. Et sauf que chez moi j'arrivais pas à travailler en fait, parce que moi il me faut vraiment un cadre de travail. J'arrive pas à travailler dans ma chambre. Et donc je restais au Chartreux le plus longtemps possible. Donc j'arrivais tôt, je partais tard, et comme ça j'étais toujours dans une salle avec d'autres gens qui grattent. Et moi ça m'a beaucoup aidé. Et c'est aussi ce que je cherchais pendant les révisions, donc être avec des amis aussi pour les voir travailler à côté. Donc ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, ça c'est notamment en deuxième année, je me suis rendu compte que des amis, ça peut aussi servir quand on a des difficultés, ou pour aussi adopter d'autres méthodes de travail. Par exemple, pendant les révisions, on a fait beaucoup de plans à plusieurs.
Donc dans l'après-midi, on faisait un plan d'histoire, un plan de philo, où on réfléchissait 10 minutes et on exposait chacun notre plan. Et en fait, voilà, ça permet de voir un peu les perspectives des autres. Et ça marche dans toutes les matières. En maths, ça permet de voir les techniques auxquelles pensent les autres, parce qu'on a tous des techniques un peu privilégiées, ça permet de les adopter. En histoire ou en philo ou dans d'autres matières, ça permet de voir aussi comment les gens réfléchissent et quel plan ils adoptent par rapport à des auteurs qui privilégient eux et nous non. Donc ça permet voilà d'avoir une perspective plus globale, parce que chacun regarde les choses de façon un peu différente. Donc il y a ces deux aspects, à la fois travailler au sein des autres pour se motiver et travailler avec les autres pour gagner en point de vue, quoi, en perspective. Est-ce que vous avez senti une différence nette entre vos capacités lors du deuxième concours blanc, donc en fin de deuxième année, et les épreuves écrites? Est-ce que j'ai senti un progrès? Oui, clairement. Dans un peu toutes les matières. Donc en mathématiques, c'est surtout j'ai fait beaucoup d'annales top 5. Et donc sur le top 5, j'ai senti donc j'ai senti par exemple sur les maths et deck que ça glissait tout seul en fait. Je regardais l'énoncé, je voyais les réponses. Enfin, c'était assez incroyable comme sensation. Donc sur les maths top 5, ouais, ça coulait de source. Même sur le top 3, je sentais que j'arrivais à faire plus. Je me sentais beaucoup plus à l'aise. Donc en maths, il y a pas de doute. Et après, même sur les autres matières, je sentais que j'avais maîtrisé le. Donc, je savais que la méthode, je l'avais déjà adoptée. Au concours blanc, ça avait payé. Donc là, j'ai simplement reproduit. Mais les révisions m'ont permis en fait d'apprendre en fait, d'avoir un peu tout le fond qui va derrière. Et donc là, ouais, j'ai senti que je maîtrisais beaucoup plus d'auteurs, que j'avais beaucoup plus de connaissances à mobiliser. Par exemple, en géopo et sec, on avait un sujet qu'on n'avait jamais touché, mais au final, je m'en sors avec une très bonne note, j'ai eu un 18, parce que j'avais mobilisé des auteurs divers et variés que j'avais en fait, la plupart que j'avais découvert en révision. Euh, voilà, ça va aussi. Donc voilà, en fait, en maths, j'ai un peu maintenu mon niveau globalement, mais enfin, je l'ai un peu perfectionné, voilà, notamment sur le top 5. Et après, dans les autres matières, j'ai adopté toutes les connaissances que j'avais pas vraiment eu le temps d'apprendre dans l'année, parce que dans l'année, je me concentrais sur la méthode, sur des choses comme ça. Donc là, pour moi, ça a été vraiment le gros travail des révisions sur ces matières, c'est d'engranger toutes ces connaissances. Et c'est ça qui m'a permis, ouais, de progresser pas mal. C'est marrant parce que ça marche un peu à l'inverse des révisions classiques, dans le Mm. sens où vous avez déjà fait dans votre méthode de travail un important travail de synthèse. Ça vous Mm. a construit une matrice qui était suffisamment forte pour encaisser des connaissances qui allaient se glisser à l'intérieur de cette matrice. Vous voyez ce Mm. que je veux dire? Alors C'est que ça, ouais. chez d'autres personnes, Oui, je ils ont plutôt comprends, ouais. accumulé des connaissances de manière éparse, et les révisions, c'est justement l'occasion de les agglomérer dans quelque Mm. chose de solide qui allait pouvoir leur servir. Alors c'est drôle de voir que vous avez fonctionné à l'inverse, mais finalement c'est parfaitement logique. Par exemple, même en mathématiques, avec le tuteur paternel et la manière Mm. dont vous avez C'est travaillé ça. en deuxième année, ben, c'était l'occasion justement de rajouter des Mm. connaissances diverses, parce que tout était déjà suffisamment solide pour ne pas que ça vienne vous distraire ou disperser vos connaissances de manière à Mm. ce que vous soyez complètement confus le jour du concours. Donc très compréhensible, très original, mais de toute façon, Ouais, c'est dans la continuité de c'est ça. l'originalité de votre profil aussi, où les mathématiques étaient par exemple Mm. quelque chose de relativement problématique, du moins jusqu'au collège. Ouais, c'est ça. Alors on atterrit à cette période très étrange à présent, donc la période qui succède les écrits, mais qui précède aussi les admissibilités pour les oraux. Donc c'est une période où on est vraiment les fesses entre deux chaises, parce que Ouais. on doit travailler pour préparer les oraux, mais on ne sait pas du tout à quoi va être admissible. Donc comment vous avez vécu cette période-là où il n'y a pas d'objectif très clair? Mm. Alors, personnellement, je l'ai très bien vécu, puisque en fait, les écrits nous font entrer dans une ambiance de concours, où en fait on reste, enfin, personnellement, je suis resté dans ce bain pendant cette période, et en fait, le fait d'avoir vu les concurrents, les maristes avec leur pull, etc., j'ai dit, ces gens existent, en fait, voilà, ils bossent aussi, ils existent vraiment. Et donc ça m'a mis, donc voilà, dans un optique de compétition face à d'autres gens, donc les gens de la prépa. Et ouais, donc ça m'a poussé à vraiment travailler pendant ce mois, il me semble. Enfin voilà, ça a vraiment donné à fond. Donc j'essaie de participer au maximum en fait à ce qui était proposé. Et on avait aussi moi j'aime pas trop je pensais en avoir marre en fait de faire tout le temps les mêmes choses. Et là les exercices changeaient un peu. Donc par exemple avec l'apparition du fameux triptyque HEC, des choses comme ça. Et voilà, je prenais un vrai plaisir à découvrir de nouveaux exercices et tout en sachant en fait que
qu'ils allaient me servir à combattre une nouvelle, un nouvel ennemi, un nouveau rival, voilà, qui vient de notre prépa, quoi. Donc justement, c'est un renouvellement à la fois de l'exercice et des adversaires qui m'a permis de me motiver. Et donc j'ai pas mal bossé dans quelque chose d'un peu plus ludique, donc en mathématiques beaucoup plus d'euros blancs avec voilà avec mes chers amis Valentin et Clément, on a fait beaucoup d'euros blancs. C'est même sur quoi je passais le plus de temps. J'ai fait pas mal de triptyques, de choses comme ça. Et j'ai pris un véritable plaisir en fait à faire ça parce que c'était nouveau en fait et c'était très intéressant. On pourra en reparler à la fin, mais Ouais. c'est vrai que au-delà de tout ce qu'on vous demande, des notes, des admissibilités, Hmm. le plaisir que vous avez à travailler ces matières-là, c'est sans doute un des ingrédients principaux Ah, bien de sûr, ce qu'on peut ouais. appeler la réussite au sens large, Mm. quoi. C'est vrai que parce que justement la question qui suit, enfin, c'est que finalement ce travail-là sur le triptyque et sur les euros de mathématiques, ben malheureusement ça vous a pas tellement servi. Non. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la journée où vous avez eu les résultats d'admissibilité Ah ouais. et comment vous avez vécu justement ces résultats successivement là qui tombent? Est-ce que vous pouvez raconter ça un peu? Ah là là, la journée du drame. Ouais. Donc déjà, il y a écrit com et GM qui tombe la veille, ça se passe bien, comme sur des roulettes, et on s'y attend un peu, mais quand même, voilà, on évite la catastrophe déjà. Donc admissible à GM, admissible à tous les écoles, donc c'est déjà bien. Ensuite, le lendemain, donc on se dit, ok, ça s'est bien passé aujourd'hui, ça va bien se passer demain. Là, donc le matin, je crois que c'est l'essai qui arrive en premier, là, par surprise, là, vers 10 heures là. Et là, c'est le non admissible. Donc on se dit, ok, ça commence dur. Surtout que c'est une école que je pouvais quand même, à laquelle je pouvais quand même prétendre. Et donc ça fait mal, mais je me dis bon, il reste éventuellement HEC, c'est pas les mêmes épreuves, ESCP ça reste faisable, donc on garde quand même la tête haute. Ensuite, l'enchaînement à 14 heures, HEC qui tombe non admissible, et cette fois-ci avec le rang, un rang assez voilà qui indique pas de bonnes choses pour HEC. Donc j'étais 1700 il me semble. Et voilà, ensuite le SCP qui tombe et là c'est voilà le le coup de couteau qui m'achève et donc là non admissible à l'ESCP. Donc en plus j'étais au Chartreux le matin parce que pour me motiver à travailler justement malgré la tombée des résultats. Et là je quitte les Chartreux en silence, je rentre chez moi et je me cache de 15 heures à 17 heures jusqu'à l'EDEC et l'EM. Et donc là, je me dis, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Vraiment pas du tout. Je suis dépité. Donc là, c'est vraiment, j'essaye de penser à rien en fait. C'est vraiment les deux pires heures de ma vie. Et je me dis, si c'est possible que ça le fasse pas pour les decks et pour le M. Et là, je me dis, ça serait vraiment terrible. Après, je vois donc que les decks tombent, le M tombe, je suis admissible. En plus après, j'ai vu que j'avais des bons rangs. Donc je me suis dit, bon, ça va, je m'en sors pas mal finalement. Même si en fait, surtout j'ai l'impression d'être le seul à être dans ce cas-là, parce qu'en fait j'étais avec d'autres élèves qui avaient eu des résultats plutôt bons de façon surprenante. Donc j'étais avec Léa, etc. et qui voilà qui ont eu d'excellents résultats. Et moi j'ai l'impression d'être le seul soldat tombé au combat avec des résultats comme ça. Mais je me suis rendu compte qu'ensuite j'étais voilà pas j'ai pas été la seule mauvaise surprise et dans la communauté du dégoût j'étais pas seul et je me suis dit voilà, on va avancer ensemble et on va quand même choper un top 5 qui était en fait mon objectif initial dans l'entrée en prépa. Et donc en fait en relativisant, je me suis dit bon, ça va le faire quand même. Mais quand même de 15 heures à 17 heures, j'ai souffert, ouais. Les 2 heures les plus longues de votre vie. Ah oui, vraiment. Ça c'est voilà, les cétals n'étaient pas alignés, j'ai pas dû assurer aussi et ça a fait que c'est pas passé. Après ça fait mal au cœur quand on se dit ouais, j'aurais pu faire mieux, surtout qu'après aux euros, j'ai eu des très bonnes notes et je me suis dit OK, il fallait juste boucler ça. Mais ouais, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et puis. Mais bon. Non, complètement. Voilà. Et après, voilà. Donc la chance, de toute façon, on peut pas la commander. Et puis C'est il y a ça. aussi ces lacunes, même malgré le travail. C'est Ouais, vrai que ouais. comparé Qui à reste, quelqu'un hein. qui a jamais eu de problème en mathématiques de tout le collège, tout le lycée, qui a vraiment commencé solide, vous pouvez travailler tout ce que vous voulez pendant 2 ans. Ah, Je veux c'est dire, dur, quand hein. Ouais. c'est très très dur de rappeler les lacunes. Et je trouve que c'est vachement honorable ce que vous avez fait. Mais ça se trouve, avec une année de plus, vous y arrivez. Mais c'est ce que je vous dirai à la fin de la conversation quand on coupera, Ouais. c'est que c'est même pas le but. C'est pas là que ça se joue, C'est ça. la prépa. En fait, je comprends la déception sur le moment, mais on en parlera dans 3 ans et vous allez voir que cette déception, c'est Ouais, tellement sera bien mineur. évacué. Ah ouais, c'est rien. Ah non, c'est Mais sûr. c'est vrai que, en tant que professeur, si vous voulez, au pluriel,
C'est un peu la carotte quand on vous dit machin, top 3. Ouais, ouais, bien sûr. Parce que pour vous, en fait, ça marche très bien parce que justement, vous parlez de cette prépa avec des adversaires numéro 1, numéro 2, numéro C'est ça, 3. on est fondé Donc en sur fait, les classements. le boss numéro 1, boss numéro 2, ça se trouve, il va y avoir un niveau bonus. Donc c'est ludique. vachement ludique. Ouais. Mais et en fait, forcément, quand vous dites le niveau bonus, je l'ai raté de peu, vous êtes un peu dégoûté. Mais finalement, maintenant, faut remettre ça en perspective en disant d'accord, ça c'était le game, mais après il y a la vie. Et là, en fait, c'est une chose un peu différente. Là, c'est complètement autre chose. Donc il y a autre chose. Il faut qu'on arrive à boucler, pas par manque de temps, mais juste pour qu'il y ait une unité dans le truc. Donc la journée du drame, du coup, donc vous vous souvenez très bien. Mais en plus, je ressens, j'imagine. Ah, l'horreur. Ah, et le message que je vous ai envoyé, surtout, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pris un rendez-vous justement pour faire une colle de maths juste après les résultats que j'ai dû annuler. Le message de la douleur. Ah non, vraiment. Et là, l'attente, quoi. L'attente en silence, prostré, je vous imagine. Ah, dans ma chambre, dans le noir, à attendre. Oui, c'est ça, j'imagine, la petite toile d'araignée en haut à droite, en vous disant, avec, Hello darkness, my old friend. Exactement, c'est ça. Ça dans les oreilles. Ah non, c'était terrible. La journée du drame. Pour enchaîner, si vous voulez, la question que je me pose, c'est, donc vous avez parlé de vous donner à fond finalement dans les oraux que vous alliez avoir à passer, parce que malgré tout, dans les écoles du top 5, qui sont l'EM Lyon et l'EDEC, il y a des oraux qui sont pas des oraux de mathématiques, il n'y a pas de triptyque, mais il y a quand même des entretiens de personnalité, des oraux de langue. Est-ce que vous pouvez raconter comment se sont passés les oraux pour vous? Est-ce que il y avait encore dans votre esprit, au moment où vous passiez les oraux, un petit relent de déception, ou est-ce que vous étiez complètement passé à autre chose en vous disant, bon, le boss du jeu, c'est pas celui que j'attendais, mais je vais quand même lui mettre ce qu'il mérite, quoi. Alors, oui, il y a eu à certains moments un petit relent de dégoût, surtout on arrive à l'EDEC, on voit qu'il y a HEC dans l'EDEC, bon voilà, des petits mirages comme ça qui font que voilà, et puis surtout on se retrouve avec des gens dans notre situation. À l'EDEC par exemple, j'étais avec une fille qui était à Saint-Louis, qui avait eu 15 de moyenne à l'EDEC, mais qui avait pas eu de top 3 en admissibilité. Donc voilà, presque exactement la même situation que moi. Déjà, je me suis dit OK, je suis pas seul. OK, on est plusieurs dans cette situation, et OK, du coup, faut que je me donne, parce que je suis pas seul à avoir une bonne moyenne à l'EDEC, il y a rien à voir de mieux, quoi. Donc ouais, il y a eu des choses qui m'ont rappelé cette situation, mais en fait, c'est vite passé de dégoût à motivation, en fait. Et voilà, du coup, je me suis dit, ouais, OK, l'EDEC, c'est le mieux que j'ai, ça reste très bien, et faut que je me donne à fond pour ça, donc j'ai enfilé ma cravate et mon costume, et ouais, j'ai vraiment tout donné. Donc le dégoût a vite été dépassé, surtout qu'après, on se rend compte que... bon, on passe d'une école à l'autre, on nous dit vaguement les mêmes choses. Ouais, bon, OK, ça se ressemble quand même. Et voilà, les gens ont l'air gentils ici aussi. Enfin, donc je sais que si j'y vais dans cette école, ça va bien se passer. Et ouais, et donc en fait, c'est le dégoût a vite été évacué aussi quand quand je me suis rendu compte que c'était aussi des très bonnes écoles et que je m'y épanouirais autant, même mieux en fait que dans le top 3. Et voilà, donc c'est en revalorisant les écoles dans lesquelles j'étais admissible que je me suis dit que bon, ça va le faire. Alors du coup, voilà, vous intégrez les decks. Donc aujourd'hui, évidemment, vous avez très peu de recul sur ce que ça signifie, même si vous avez mis les pieds là-bas. Même s'il y a des gens qui vous décrivent ce que c'est les decks, c'est très difficile de se rendre compte de ce que c'est tant que vous n'avez pas vécu vraiment plusieurs années. Mais du coup, la question par laquelle on va terminer, c'est la question difficile. C'est quel conseil vous donneriez à un Alexis qui vient de finir sa terminale aujourd'hui et qui s'apprête à rentrer en classe préparatoire, de manière à ce qu'il vive mieux ses classes préparatoires, ou de manière à ce qu'il soit meilleur, ou de manière à... Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Pour n'importe quel prétexte, en fait. Pour moi, ce qui était le secret, ce que j'ai découvert un peu tard, mais c'était de trouver... En fait, là, surtout en ECS, on a un ensemble de choses à connaître, notamment voilà, dans les matières littéraires et l'histoire géo, etc. Et en fait, de trouver l'angle, en fait, qui nous passionne. De trouver, en fait... ce qui nous intéresse là-dedans, parce que dans tous les cas ça va servir, et autant faire en fait quelque chose qui nous plaît là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait un peu tard, par exemple avec le petit musée qu'il y a dans la salle de classe. Donc j'ai aussi fait des analyses de films ou des choses comme ça qui m'ont servi en philo, qui m'ont servi aux autres, et qui en fait étaient un vrai plaisir pour moi. Enfin, je le faisais le week-end juste après les DS parce que c'est ce que j'aimais faire. Donc et ça en fait je pense que c'est bien de le faire dès le début, de trouver ce qu'on aime. Et dans tout ce qui est à apprendre, de trouver ce qu'on aime, de trouver aussi la façon d'apprendre qui nous convient, si c'est des vidéos, si c'est quoi que ce soit, enfin voilà, de vraiment personnaliser au possible. En fait, ça marche dans toutes les matières. Moi, ça a été surtout dans les matières littéraires, mais ça marche dans toutes les matières.
Donc de trouver à la fois les méthodes et les angles d'attaque qui nous plaisent. Et vraiment marcher à la passion en fait. Voilà. Parce que c'est le seul moteur qui s'épuise jamais. Voilà qui termine cette discussion que j'ai eue avec Alexis. Si tu as dans ton entourage des personnes à qui cette discussion pourrait être utile, eh bien je t'invite à la partager avec elles, tout simplement. En espérant qu'elle t'ait plu, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Alors écoutez, donc dans le off là, c'est Ouais. vrai que j'avais pas formalisé ça de cette manière, mais c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui Mm. que de trouver le moyen d'aimer ce que vous faites, Ouais. c'est vraiment la clé de la réussite. Et j'ai lu un document que Mm. un champion de patinage de vitesse, médaillé d'or aux Jeux Olympiques, Nils van der Poel, a mis en ligne. Et en fait, c'est mon entraîneur en vélo qui m'a envoyé ça, parce Ouais. qu'on a discuté à ce propos. Et en fait, il expliquait ce qu'il faisait pour être devenu champion olympique de vitesse. Donc, il y avait quand même un secret physiologique, Mm. en fait, qui était de faire énormément d'entraînement à vélo, de seuil. Donc, c'est un entraînement qui est assez exigeant. Mais surtout, ce qu'il expliquait dans une deuxième partie, c'est que pour lui, le secret, c'était pas l'entraînement lui-même, c'était la manière, psychologiquement, de négocier avec son cerveau, de manière à pouvoir encaisser avec le sourire une telle dose de travail. Mm. Et c'est impressionnant. Enfin, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vraiment une révélation parce que il Ouais. expliquait qu'il savait ce qu'il fallait faire, mais justement, c'est comme ça qu'il vint la flemme. Comment Mm. vous infligez 5 heures de vélo Exactement. tous les jours Ça. pendant des jours et des Mm. jours? Et il se disait, c'est dérisoire, mais il disait pour lui, son secret, c'était la glace à la vanille, en fait. Ouais. On n'a pas C'est l'impression ça. qu'un médaillé d'or, il va Mm. vous dire ça, mais il me disait, c'était ma récompense, ça coûtait pas cher, et je savais que j'étais capable de mettre sur le Mm. vélo en me disant, t'auras ça comme récompense chaque jour à faire ça. Mm. Et c'est vrai que de trouver du plaisir, comme vous le dites, dans la manière d'aborder la matière, c'est ce qui fait que vous allez toujours progresser. Et c'est marrant parce que je lisais ça, mais c'est des conseils de personnes qui se connaissent pas, mais qui coïncident un peu. Ouais. Il y a quelqu'un qui disait, donc c'est un mec qui fait de la musculation, là, Gundil, il explique que son père, il était champion d'aviron, et il disait pourtant il n'avait pas le physique, mais en fait il aimait tellement la discipline elle-même, qu'il passait devant des mecs qui avaient tout le potentiel, Mm. mais qui en fait n'avaient pas la volonté, qui n'avaient pas cet amour de la discipline, qui allait les pousser à se surpasser sans cesse. Et donc ouais, c'est un beau secret que vous donnez là, parce que je pense que voilà, quand vous êtes en prépa, vous aimez les matières qu'on vous donne, mais peut-être qu'il faut effectivement réfléchir un peu à ce qui vous plaît dedans. Et Mm. alors je sais pas dans quelle mesure le tuteur paternel vous a aidé à aimer les mathématiques, etc. Mais moi, ce qui est sûr, c'est que j'aurais détesté les mathématiques où le cours est sacralisé, où on me demande de Mm. recracher le cours sans cesse, par Mm. surprise, une fois toutes les je sais pas combien. Ouais, c'est ça. C'est pas marrant, ça, c'est même pas l'essence de la discipline. Donc, Mm. trouver quelque chose que vous aimez, ouais, enfin, c'est pour ça le message de fin, là, il est incroyable. Et bah parfait.